Gouvernement, bonjour à tous. Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Toujours porte-parole comme ça vient d'être mentionné. Vous serez tout à l'heure donc au premier Conseil des ministres de ce gouvernement Borne-Remanié. On a appris ce matin que le président de la République prendrait la parole au départ de ce Conseil. Est-ce que vous confirmez cette information ? Je vous confirme qu'il y aura à la fois une prise image et que les Français pourront entendre les mots du président de la République en début du Conseil des ministres. Alors je le dis tout de suite, je ne sais pas ce qu'il va dire et quelle sera la durée, puisque je suis porte-parole et que je vais découvrir, et je suis ministre et je découvrirai cela avec les autres, mais je pense que c'est important que le président de la République puisse poser lui-même des mots sur la séquence que nous venons de vivre, à la fois sur les 100 jours, s'il l'aborde, et sur la nouvelle composition de ce gouvernement, qui est un gouvernement renforcé. C'est-à-dire qu'il va donner un sens à ce que lui-même a appelé des ajustements. Est-ce que ça veut dire qu'il va tracer un nouveau cap ? Je ne peux pas vous répondre par anticipation sur ce que dira le président de la République. Il y aura d'autres expressions ou a priori c'est l'expression qui était prévue avant la fin du mois comme il l'avait dit ? De la même manière, c'est le président de la République qui décide comment et quand en tout cas, il s'exprimera. Et je serai le porte-parole qui pourra vous dire aussi et faire la lecture peut-être des choses. Alors le porte-parole que vous êtes voit les commentaires de la presse, de l'opposition, un gouvernement replié sur lui-même, beaucoup de bruit pour rien. J'imagine que vous les trouvez sévères, ces commentaires, voire injustes. Vous le définissez comment finalement ? Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Ces ajustements étaient nécessaires pour corriger l'action du gouvernement ? Certains parlent de remaniement, d'autres d'ajustement. Moi, je parlerai de renforcement. Renforcement parce que vous avez au sein du nouveau gouvernement des élus d'expérience, des élus aussi de terrain. Je pense au maire d'une ville industrielle du Nord, je pense à une députée de la deuxième ville de France, je pense à Fadila Khattabi, qui était la présidente de la commission des affaires sociales. Donc il y a aussi un retour du politique renforcé au sein de ce gouvernement. Et donc un constat d'échec des ministres de la société civile, lorsque vous dites un retour du politique, l'expérience des ministres, on pense à Pape Ndiaye, on pense à François Braun, à d'autres n'ont pas réussi finalement à s'imposer. C'était une des clés d'ailleurs, une des marques d'Emmanuel Macron depuis 2017. Plusieurs choses. D'abord, moi je leur rends hommage parce qu'ils ont fait du travail et qu'ils ont fait avancer les choses. Vous citiez l'éducation à la rentrée scolaire pour la première fois. Aucun prof ne gagnera moins de 2 000 €. Vous parliez de santé. Eh bien cet été, il y aura moins de tensions dans les services d'urgence qu'il y en avait l'année dernière. Après, Javed Imbert, il n'y a pas d'école de ministre. Et être ministre, c'est être capable de faire et de faire savoir. Et c'est aussi pouvoir tenir des débats politiques dans l'hémicycle. Personne ne dit cela. Vous savez, d'abord, le président de la République et la première ministre sont fondés par définition à décider d'opérer des changements. Quant à la question de la société civile, toujours une notion que, à titre personnel, je trouve un petit peu plus vague. Il y a 4 ans, j'étais médecin en blouse au CHU de Grenoble. À quel moment est-ce que j'ai quitté les sphères de la société civile ? Vous faisiez déjà de la politique. Vous étiez mais au Parti socialiste. Vous pouvez faire de la politique, de l'action publique, de l'action associative, en étant membre de la société civile. Ce qui est sûr, c'est que nous avons renforcé des segments fondamentaux, non seulement du gouvernement, mais pour la vie des Français. L'éducation et la santé sont quand même les 2 sujets qui sont le plus au contact des Français et qui portent les priorités. Et ce sont les 2 ministères dont vous changez les têtes. À l'éducation, on y revient. Dans son premier discours donc, de ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a dit, je le cite, qu'il avait comme priorité la restauration de l'autorité et des savoirs. On a l'impression d'être revenu plutôt à l'ère de Jean-Michel Blanquer. Est-ce que vous admettez qu'il y a une correction, là encore, un changement de cap ? Sinon, pourquoi l'a-t-il dit ? Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'Éducation nationale, il y a énormément d'attentes de la part des enseignants. Gabriel Attal l'a dit hier, c'est le plus beau métier du monde. Il faut que chacun puisse à nouveau le percevoir comme tel, donc donner envie aux enseignants d'enseigner. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'enseignants heureux pour bien enseigner, et aussi parce qu'on a besoin d'enseignants heureux pour que les enfants soient heureux. C'est un mot qu'il a utilisé, que j'ai bien aimé dans sa passation de pouvoir, que les enfants soient heureux. Par ailleurs, il y a le respect effectivement de l'autorité, des savoirs fondamentaux. Donc c'est sa feuille de route qu'il a tracée, vous le connaissez bien, c'est un politique expérimenté, un excellent communicant, et surtout il a fait le choix, et il l'a dit hier, de la proximité avec le milieu éducatif. Je retiens notamment l'idée d'aller 3 jours par mois dans un rectorat au contact des Français avec toutes les administrations centrales. Le plus beau métier du monde, disiez-vous, Olivier Véran. Alors pourquoi séduit-il si peu ? Il manquera 3000 profs à la rentrée. Comment Gabriel Attal va-t-il résoudre la quadrature du cercle et trouver, comme il l'a dit, le fait que chaque élève aura un professeur face à lui chaque jour, alors qu'on sait qu'il y a des manques, notamment sur les absences de courte durée ? Et à la demande du président de la République, le gouvernement a déjà mis en place un dispositif qui incite,
qui intéresse même financièrement les enseignants, parfois à effectuer des missions qu'ils effectuaient déjà par mobilisation personnelle et qui n'étaient pas forcément reconnues financièrement comme telles, parfois pour englober de nouvelles missions comme celle de davantage remplacer certains collègues. C'est ce travail-là qu'il faut être aussi capable de mettre en musique. Et puis il y a cette question de ce qu'on appelle les fameux CNR, les Conseils nationaux de la refondation, qui donnent de l'autonomie. Dont on n'a pas encore vraiment vu l'utilité, M. Véran. On ne le voit pas à Paris. On ne le voit pas à Paris. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est territorial, parce que c'est à l'échelle d'une école que les choses se décident, qu'elles changent et qu'elles bougent. Il faut que nous-mêmes, nous avons amorcé à la demande du président de la République un changement de logique. On fait davantage confiance aux acteurs de terrain, on enlève un peu des normes, on réduit des contraintes. Pardon, excusez-moi, ce sont des mots. Est-ce qu'il y aura des professeurs... Mais sur place, ils s'en rendent compte. Sur place, quand vous avez une école qui a investi avec de l'argent public pour changer la méthode d'enseigner, lorsque vous êtes capable de faire en sorte que les gamins aillent mieux, qu'ils n'aient plus la boule au ventre, parce qu'on est capable de les faire travailler davantage ensemble à l'échelle d'une école, sur place, on s'en rend compte. Et vous verrez que ça va faire des petits. Il y a des milliers d'écoles qui sont rentrées dans ce dispositif, et qu'à la fin des fins, on aura une vision nationale des changements qui auront été réalisés. L'autre secteur qui change, donc c'est la santé que vous connaissez bien, puisque vous avez été l'emblématique ministre de la Santé pendant la période du Covid. C'est un médecin comme vous, François Braun, qui cède la place à un haut fonctionnaire, Aurélien Rousseau, l'ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Ça sera quoi sa première mission ? Désengorger le secteur des urgences dont souffrent, qui n'arrivent plus à faire face dans de nombreux hôpitaux ? Ce que François Braun n'a pas réussi à faire ? Non, d'abord... on ne peut pas, en quelques semaines ou en quelques mois ou en un an, transformer globalement l'accès aux soins. Par contre, on y travaille, et on y travaille d'ailleurs depuis 6 ans, la suppression du numerus clausus, l'augmentation de la télémédecine, les nouvelles missions pour les soignants paramédicaux. Aurélien Rousseau connaît parfaitement ces sujets-là, je peux vous le dire. Et c'est un acteur de terrain, puisqu'il a dirigé la plus grosse ARS de France, en pleine crise Covid. C'est quelqu'un qui a aussi une vraie pensée sociale. Il a une vraie pensée sociale. Il insiste aussi sur les questions de solidarité. Et je l'ai vu lorsqu'il était à l'ARS. Donc c'est quelqu'un qui aura... Il va s'exprimer tout à l'heure lors de sa passation, mais il aura, j'en suis certain, à cœur de viser aussi la réduction des inégalités de santé dont on a vu pendant la crise qu'elle entraînait des dégâts. Et donc sa feuille de route, elle est claire, que les urgences tournent, que tous les patients en affection longue durée aient accès à un soignant référent, et puis continuer de donner envie aux infirmières, aux aides-soignants de travailler dans les hôpitaux et en ville. À propos d'Aurélien Rousseau, vous avez vu une première polémique naître dès hier soir. L'épouse du nouveau ministre, Marguerite Cazeneuve, est l'actuelle directrice déléguée de la Caisse nationale d'assurance maladie. Est-ce que ces fonctions sont compatibles avec celles désormais de son mari, ministre de la Santé ? Est-ce qu'on peut en quelque sorte diriger toutes ces institutions en famille ? D'abord, moi, à titre personnel, je ne considère pas qu'avoir partagé sa vie avec quelqu'un qui a la même passion professionnelle que vous et qui connaît très bien les politiques de santé soit un problème ou une polémique. La seule question, en fait, elle porte sur le maintien des fonctions. Et donc, nous avons une autorité pour la transparence de la vie publique, une autorité indépendante qui devra statuer. Marguerite Cazeneuve connaît très bien les sujets, effectivement, santé, solidarité. Elle travaille au service du public, elle n'est pas dans une entreprise privée. Donc, il faudra regarder dans cette situation les décisions qu'il a lieu de prendre. Alors, on le disait en débutant cette interview, le président de la République va s'exprimer au début du Conseil des ministres tout à l'heure. Le cap des 100 jours est passé. C'est Emmanuel Macron lui-même qui l'avait fixé. 100 jours d'apaisement, 100 jours au cours desquels la Première ministre avait pour mission d'élargir sa majorité en toute franchise. Est-ce que vous considérez apaisement, élargissement de la majorité, que ces objectifs sont atteints ? Regardons 2 secondes les faits. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de la politique nationale. Je disais que j'étais société civile, vous l'aviez rappelé, j'avais un mandat aussi en 2012 de parlementaire. 49 textes de loi ont été adoptés par le Parlement en un an. 49. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Ça fait un texte par semaine, une loi par semaine. Dans un Parlement qu'on disait bloqué parce qu'on était en majorité relative. 49 textes, on n'est pas dans le record, mais on n'est pas très loin. On a plutôt entendu 49.3 que 49 textes, excusez-moi. Ce qu'on retient de cette première année. Vous avez peut-être beaucoup parlé de 49. Ce que je veux vous dire, c'est que beaucoup de textes ont été adoptés avec une majorité absolue, identifiée dans un Parlement dans lequel nous n'avions qu'une majorité relative. Ça, c'est fondamental. Cette semaine, c'est un texte sur l'industrie verte. Ça a été le vote à la majorité de la loi sur la justice. Ça a été un vote quasi unanime sur la question de nos armées. Donc c'est une façon de regarder les choses qui ne va pas, selon vous. Je ne me permettrai pas de dire cela. Ce que je veux vous dire, c'est que, alors que les conditions, qui sont les conditions qu'ont choisi les Français, que nous respectons, sont celles d'une majorité relative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas normalement adopter de loi à nous seuls.
eh bien, nous sommes capables d'aller à chaque fois identifier des majorités avec la gauche et avec la droite, et ce, une fois par semaine depuis le début du quinquennat. Une toute dernière question, Monsieur Véran. Pourquoi le président est-il si économe de paroles et d'hommages à l'égard de sa première ministre? Il va rectifier le tir aujourd'hui. Elle a été reconduite, on l'a appris, par l'entourage du président. Lorsqu'il s'est exprimé cette semaine devant les députés, il n'a pas prononcé son nom une seule fois. Va-t-il en faire un petit peu plus que ce service minimum qu'on a observé? Le président de la République, il a conforté sa première ministre. Il l'a conforté. Ça ne vous a pas échappé. Il a reconduit dans ses fonctions la première ministre à l'issue des 100 jours et il a, avec elle, bâti un gouvernement renforcé, c'est-à-dire qu'on est capable de se projeter vers l'avant et de regarder. Et il va dire lorsque vous aujourd'hui avez qu'il lui fait un nouveau confiance. ministre pour la santé, un nouveau ministre pour l'éducation, c'est que vous regardez les choses loin. Donc, nous verrons encore une fois ce qu'aura à dire le président. Moi, je suis très content de pouvoir continuer la mission et je remercie le président et la première ministre pour leur confiance. Merci beaucoup Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. On vous entendra tout à l'heure pour ce premier compte-rendu du nouveau Conseil des ministres. C'est vrai. Bonne journée. À tout à l'heure.